Mon fils luttait pour sa vie, après une opération d'urgence, lorsque mon frère m'a envoyé un texto, « Conduis mon fils à son championnat demain. Ne gâche pas ça pour lui. » J'ai répondu, « Je ne quitte pas l'hôpital. » Il a dit, « Alors, tu es mort pour nous. » Je l'ai bloqué. Le lendemain, mon fils s'est réveillé, m'a serré la main, et a chuchoté, « Papa, tonton était dans ma chambre pendant que tu dormais. » La salle d'attente du service de chirurgie de l'hôpital Saint-Clémence comptait 17 chaises. Je les ai comptées 2 fois, entre minuit et 4 heures du matin, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire de mes mains. À ce moment-là, Léon était dans la salle d'opération depuis 3 heures. Une rupture de la rate, suite à un accident de vélo sur Hillrest Avenue, la rue qu'il empruntait tous les après-midi après l'école. Ces mêmes 40 mètres de bitume que je l'avais regardé parcourir, par la fenêtre de la cuisine, une centaine de fois en faisant la vaisselle. Le chirurgien est sorti à 20h32, et a prononcé le mot « stable ». Je me suis rassis sur la chaise numéro 9, en pressant mes 2 paumes à plat sur mes genoux, car si je ne tenais pas quelque chose fermement, rien d'autre ne le serait. Avant qu'il ne l'emmène au bloc, j'avais posé son ours en bois sculpté sur la table de chevet. Je l'avais fabriqué pour lui, à partir d'un morceau de cèdre, quand il avait 5 ans. Des bords rugueux, la taille d'une paume, une forme simple que l'on pouvait tenir d'une seule main. Il le gardait sur sa table de nuit depuis la semaine où je le lui avais offert, et je l'avais attrapé en sortant de la maison, car je voulais qu'il voie un objet de sa propre chambre à son réveil. Une chose familière, au milieu de toutes ces lumières fluorescentes et de ces machines. L'infirmière de l'accueil m'avait laissé le poser là. Il trônait à côté du moniteur cardiaque, et ce fut la dernière chose que je vis avant que les portes du couloir ne se referment. Je suis plombier. Je possède une petite entreprise, avec 3 employés et un camion de service. Principalement des travaux résidentiels, avec un peu d'intervention commerciale légère. Miles Rear and Plumbing. Je gagne environ 72 000 € par an, ce qui est confortable, sans être exceptionnel. Je mentionne cela maintenant, car mon frère, Blake, s'est servi de mon métier comme d'une insulte un peu plus tard. Je veux que vous sachiez ce que cela représentait réellement, avant d'entendre comment il l'a utilisé. Mon père, Karl, est mort d'une crise cardiaque, 4 ans avant cette nuit sur la chaise numéro 9. Il avait 61 ans. Foudroyant, ce qui, selon les gens, était une bénédiction. Et peut-être que ça l'était, pour lui. Pour le reste d'entre nous, foudroyant signifiait aucune transition, aucun relais, et aucun temps pour redistribuer ce qui avait été maintenu en place par sa présence. Ma mère, Ruth, avait 64 ans, de mauvais genoux, et vivait seule dans la maison où Blake et moi avions grandi, à 40 minutes de chez moi. Blake avait 40 ans, travaillait dans la vente chez un concessionnaire automobile, et gagnait assez pour maintenir l'apparence de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'aide, ce qui est très différent d'aller réellement bien. Son fils, Drew, âgé de 13 ans, jouait au basket en ligue itinérante. Les déplacements pour le basket coûtent de l'argent. Les frais d'inscription, au niveau de la ligue, s'élèvent à plus de 1 000 € par saison. L'équipement. Les baskets, chaque année, parce que les pieds de Drew n'arrêtaient pas de grandir. Les maillots, quand l'équipe renouvelait sa tenue. Un nouveau sac de sport, quand la fermeture éclair de l'ancien finissait par casser. Les week-ends de tournoi, avec des hôtels situés à 30 minutes de l'endroit où se jouait le match à l'extérieur. L'essence, les repas, les frais d'entrée. Quelqu'un devait couvrir tout cela. Blake ne m'a jamais demandé d'argent directement, car il avait appris très tôt qu'une demande franche risquait d'entraîner une réponse claire, et que cette réponse pourrait être « non ». Il opérait d'une manière différente. Quelques jours avant l'échéance d'une grosse dépense, il envoyait un message anodin. Drew a un match samedi. Tu peux lui prendre son sac de sport au magasin de la 5e rue. Et j'allais au magasin. Ensuite, la facture d'inscription arrivait à échéance, et je la payais, parce que la saison commençait, qu'il fallait bien que quelqu'un s'en charge, et que le système avait établi que j'étais cette personne. Puis, Blake m'envoyait un lien de confirmation d'hôtel, je cliquais dessus, et je réglais. Tout simplement parce que c'est ce que l'on fait quand on agit ainsi depuis si longtemps, que ne plus le faire demanderait plus d'énergie que de continuer. 3 ans de ce manège, où chaque euro provenait de mes comptes. La contribution totale de Blake sur ces 3 saisons. Rien. Aucun paiement partiel, aucune demande de remboursement, aucune reconnaissance que de l'argent était même impliqué. Juste les textos, l'attente silencieuse, et moi qui comblais le vide qu'il laissait, à chaque fois.
Je conduisais Ruth chez son spécialiste des genoux un mardi sur 2, parce que Blake ne le proposait jamais, et que l'alternative aurait été qu'elle prenne un taxi, ce dont elle se serait plainte pendant une semaine entière. Je continuais à la conduire. Je continuais à me présenter pour les trajets du mardi, les dépenses sportives, et tout le reste, parce que Carl n'était plus là, que quelqu'un devait maintenir la forme de ce qui restait, et que Blake ne s'offrait pas pour le faire. À un moment donné, je me suis fait une raison, j'avais arrêté d'aller chez Blake il y a 2 ans, mais maman avait toujours besoin de ces trajets du mardi. Alors, je continuais à me présenter à une famille qui avait déjà décidé que j'étais le personnel de service. J'aurais dû arrêter. J'ai continué à choisir de ne pas le faire. Tel était l'arrangement, la nuit où Léon se faisait opérer d'une rupture de la rate, pendant que j'étais assis sur la chaise numéro 9 à Saint-Clémence. À 21h15, alors que Léon était toujours en salle de réveil et que je n'avais rien avalé depuis l'après-midi, mon téléphone a vibré. Un texto de Blake. Conduis mon fils à son championnat demain. Ne gâche pas ça pour lui. J'ai posé le téléphone sur mon genou, et je l'ai relu. Puis, j'ai tapé « Je ne quitte pas l'hôpital ». Sa réponse est arrivée 40 secondes plus tard. Alors, tu es mort pour nous. J'ai regardé le message pendant un instant, puis je l'ai bloqué. Wendy m'a envoyé un texto vers 21h30, depuis mon bureau. Elle avait appris ce qui s'était passé via la chaîne téléphonique de l'école de Léon, et voulait savoir dans quel hôpital nous étions, et si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je lui ai répondu « Saint-Clémence » et non, j'ai tout ce qu'il me faut, mais merci. Elle a répliqué « Je serai là demain matin ». Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Elle n'a pas répondu, ce qui signifiait qu'elle viendrait le lendemain. Ruth a appelé vers 22h30. Elle n'a pas commencé par demander des nouvelles de Léon. Elle a commencé avec Blake. Elle a dit qu'il subissait beaucoup de pression. Elle a dit que Drew s'était préparé pour ce championnat toute la saison. Elle a dit que mon père avait toujours cru que la famille devait répondre présent quand ça comptait. Elle a dit que Léon était entre de bonnes mains, que les médecins étaient payés pour gérer sa situation, et que Blake n'avait personne d'autre à appeler à la dernière minute. Je l'ai laissé terminer. J'ai dit au revoir. J'ai raccroché. Une infirmière est passée un peu après 23 heures, et m'a proposé d'apporter un lit de camp depuis la réserve. J'ai refusé. Elle a laissé une fine couverture d'hôpital sur la chaise à côté de la mienne sans rien demander, et je suis resté assis avec cette couverture pliée sur mes genoux, jusqu'à ce que je finisse par tirer le lit de Léon assez près de moi pour m'y pencher, une main près de la barrière. L'ours en cèdre était sur la table de nuit, à quelques centimètres de ses doigts. Je me suis endormi comme on le fait sur les chaises d'hôpital, pas d'un sommeil profond, juste en maintenant la position jusqu'au matin, conscient de chaque variation des machines. Si vous avez déjà passé une nuit comme celle-là, à regarder votre enfant respirer après une intervention, en répertoriant chaque risque que vous avez laissé passer et chaque casque resté accroché au mur, alors vous savez déjà de quel genre de repos il s'agit. Si cette histoire résonne en vous, restez avec le coin Reddit. Nous racontons l'histoire complète chaque semaine. La lumière du matin est passée à travers les stores et leurs fines lattes inclinées. La main de Léon a trouvé mon poignet avant que je ne sois complètement réveillé, ses doigts se refermant lentement sur ma peau. La prise délibérée d'un enfant qui se prépare à vous annoncer quelque chose depuis quelques minutes, pendant que vous dormez. Ses yeux étaient ouverts. Sa voix était frêle, à cause du tube respiratoire qu'ils avaient retiré la veille. Rocailleuse sur les bords, et prudente avec chaque mot. « Papa » a-t-il dit. L'ours est par terre. J'ai regardé. L'ours en cèdre sculpté était face contre le linoléum, à une trentaine de centimètres du pied de la table. Je l'ai ramassé, et je l'ai remis à sa place. Je me suis rassis sans rien dire pendant un instant, regardant simplement Léon. J'observais la couleur revenir sur son visage, et la façon dont il m'étudiait, pour mesurer comment j'allais gérer ce qu'il s'apprêtait à dire. « Que s'est-il passé la nuit dernière » ai-je demandé. Ses yeux se sont dirigés vers la porte, puis sont revenus vers moi. « Tonton était dans ma chambre pendant que tu dormais. » Il a fait une pause, luttant contre le brouillard post-anesthésique. Il a fouillé dans ta veste, sur la chaise près de la fenêtre. Il a pris quelque chose, et il est parti. Il a heurté la table en passant. Je me suis levé, et j'ai vérifié ma veste, pliée sur la chaise. Les clés de mon camion avaient disparu. L'enveloppe contenant de l'argent liquide dans la poche intérieure 400 € en billets de 20, que j'avais retiré au distributeur le matin de l'accident,
avant que tout le reste ne commence, avait également disparu. J'ai dit à Léon que je revenais. J'ai marché jusqu'au parking. Mon camion était sur la place 42, dans la deuxième rangée près de la jardinière en béton, du côté de la structure. La place était vide. Je suis resté là pendant 1 minute entière, et j'ai repassé la logique des événements dans ma tête. Je n'avais pas bougé le camion depuis mon arrivée avec Léon dans l'ambulance, la veille. Je n'avais donné mes clés à personne. Les clés avaient disparu de ma veste, le camion avait disparu de la place 42, et Léon avait vu son oncle dans la chambre à 1h47 du matin. Les calculs étaient simples, et la seule question était de savoir ce que j'allais faire à ce sujet. Un agent d'entretien de l'hôpital est passé avec un chariot de fournitures roulant, les roues grinçant sur le béton, sans me regarder. Je l'ai regardé s'éloigner. Je suis rentré à l'intérieur, et je me suis arrêté au bureau de la sécurité, dans le hall. J'ai déclaré à l'officier de garde que j'avais des raisons de croire que quelqu'un était entré dans la chambre de mon fils, entre minuit et 5 heures du matin, et avait retiré des biens de ma veste pendant que je dormais près du lit. Je lui ai précisé que j'étais le tuteur légal du patient, et que je demandais formellement l'examen des images de vidéosurveillance pour cette chambre, durant cette plage horaire. Il a noté mon nom et le numéro de chambre de Léon sur un formulaire, et a indiqué que quelqu'un du service de sécurité me contacterait sous 24 à 48 heures. Je l'ai remercié. Je suis retourné dans la chambre de Léon. Je me suis assis sur la chaise. Il y avait une version de la prochaine étape qui impliquait d'appeler Blake sur le champ, de le confronter par téléphone, et d'exiger une explication. J'y ai réfléchi pendant peut-être 30 secondes. Puis, j'ai écarté l'idée. Un appel téléphonique lui donnerait l'occasion de construire une histoire, avant même que quoi que ce soit ne soit vérifié. Je voulais les images en premier. Je voulais avoir toutes les cartes en main, avant de dire un mot à qui que ce soit. De retour dans la chambre, Léon scrutait mon visage avec cette attention qu'ont les enfants, lorsqu'ils essaient de déterminer si l'adulte présent dans la pièce va s'en sortir. Je me suis assis, j'ai pris l'ours en cèdre, et je l'ai retourné une fois dans ma main. Ses bords n'avaient jamais été complètement lissés, car Léon aimait cette texture. Je l'ai reposé sur la table. « Papa, est-ce que ça va ? » « Je suis juste là, » ai-je répondu. J'ai failli appeler Blake depuis cette chaise. Son nom était déjà dans mes contacts, mon pouce était déjà sur l'écran. Mais la main de Léon reposait toujours près de la mienne sur la barrière, il observait mon visage, et l'ours était de retour à sa place. Alors, j'ai remis le téléphone dans ma poche, et je lui ai demandé s'il voulait qu'on allume la télévision. Blake est apparu le lendemain matin, deuxième jour, vers 10 heures. Il s'est avancé dans le couloir, à l'extérieur de la chambre, tenant les clés de mon camion d'une main et l'enveloppe d'argent de l'autre. Et il arborait l'expression de quelqu'un qui avait répété, pendant le trajet, la version conciliante de lui-même. « Comment va le petit bonhomme ?» Sa voix était modulée pour ressembler à celle d'un oncle prenant des nouvelles. « Tu es entré dans sa chambre à 1h47 du matin, ai-je lancé. » Son visage a changé, non pas vers la culpabilité, mais plutôt vers quelque chose qui recalculait la situation. J'allais tout rapporter, Miles. D'ailleurs, je l'ai fait. Drew avait besoin qu'on le dépose, et ton camion était juste là. C'était juste pour une matinée. Pendant que mon fils était à moins d'1 mètre de toi, avec des agrafes dans l'abdomen, ai-je rétorqué. Quelle que soit la contenance qu'il avait répétée, elle a disparu de son visage. Wendy remontait le couloir depuis l'ascenseur à l'autre bout, et une infirmière se trouvait à la station, à 3 mètres de l'endroit où nous nous tenions. Blake a regardé les 2 femmes, et a apparemment décidé qu'aucune d'elles ne changerait ce qu'il voulait dire. Il a déclaré, « Tu répares des toilettes pour gagner ta vie, Miles. Tu rentres sous les maisons des gens pour qu'ils puissent tirer la chasse d'eau. Et tu crois pouvoir t'asseoir ici, à jouer les héros. Parce que ton gamin est tombé d'un vélo sur la même rue qu'il emprunte tous les jours. Et tu n'as jamais pensé à lui dire de ralentir. Mon fils avait un match de championnat. Un vrai événement. Quelque chose qui compte pour l'avenir de quelqu'un. Ton garçon est sur un lit d'hôpital. Parce que son père n'a pas pris la peine de le regarder rouler. Ne me parle pas de priorité. » Wendy s'était arrêtée de marcher. Elle se tenait à environ 4 mètres en retrait, ayant clairement entendu les 2 dernières phrases. Blake a posé les clés et l'enveloppe sur le coin du comptoir du poste infirmier, et s'est dirigé vers l'ascenseur sans se retourner. L'enveloppe était amputée de 60 € quand je l'ai vérifié plus tard. L'essence, probablement,
et quelque chose au stand de nourriture du championnat. Je l'ai mise dans ma veste sans la compter devant l'infirmière, qui gardait les yeux fixés sur son écran d'ordinateur. L'attention feinte de quelqu'un qui a entendu trop de ces scènes de couloir pour réagir à une de plus. Wendy est entrée dans la chambre de Léon, et est restée assise avec lui pendant 40 minutes. Elle s'était arrêtée au magasin de fournitures artistiques, à 2 rue du Bureau en venant, et avait apporté un carnet de croquis de taille moyenne, ainsi qu'une boîte métallique de 12 crayons de couleur. Elle avait également apporté une barre de céréales, qu'elle a posée sur la tablette de Léon sans faire de commentaires, car elle savait qu'il n'avait pas beaucoup mangé depuis la veille, et que la nourriture d'hôpital, à 11 ans, n'est pas très convaincante. Elle n'a pas prononcé un seul mot au sujet de Blake. Elle a tiré sa chaise près du lit, et a interrogé Léon sur l'ours en cèdre posé sur la table. Elle a demandé quelle sorte d'ours c'était, ce que ce genre d'ours préférait manger, et s'il avait un nom. Léon a examiné ces questions très sérieusement. Il a dit qu'il n'avait pas de nom, mais qu'il avait des opinions très arrêtées, spécifiquement sur le saumon, en se basant sur un documentaire sur les grizzlies qu'il avait regardé 2 fois, et qu'il jugeait définitif sur la question. Wendy lui a demandé de le prouver, en dessinant l'ours en train d'attraper un poisson. Léon a pris le carnet, et a commencé à dessiner. Il a dessiné pendant 30 minutes. L'ours était rond, et avait de petites oreilles déterminées. Le poisson était trop petit au début, et Léon l'a raturé pour recommencer, parce qu'il n'était pas réaliste qu'un ours de cette taille s'embête avec un poisson aussi petit. Il a dessiné un poisson nettement plus gros, lui a ajouté une expression d'alerte, et a montré le dessin terminé à Wendy. Elle l'a étudié un instant, et a conclu qu'on aurait dit que le poisson n'avait eu que ce qu'il méritait. Léon a ri pour la première fois depuis l'opération. Un vrai rire, et le moniteur à côté de lui a enregistré le changement dans sa respiration. Wendy n'en a pas fait tout un plat. Elle lui a simplement demandé quel serait le prochain repas de l'ours, et si le saumon était une préférence valable toute l'année. C'était tout Wendy. Elle venait à l'hôpital quand personne d'autre ne le faisait, et elle transformait son premier bon moment en une discussion sur la philosophie alimentaire d'un ours, plutôt que sur tout ce qui s'était passé au cours des 36 heures précédentes. Je lui dois bien plus qu'elle ne me laissera jamais le dire. Cet après-midi-là, la sécurité de l'hôpital m'a envoyé le fichier vidéo par email. Je l'ai regardé dans le couloir, devant la chambre. 1h47 sur l'horodatage. Blake entrant, traversant vers la chaise près de la fenêtre, plongeant la main dans ma veste, sortant les clés, puis l'enveloppe, se tournant pour partir, son épaule heurtant la table de nuit, l'ours tombant au sol, la main de Léon bougeant une fois sur la barrière. Blake jetant un coup d'œil au lit pendant une seconde, ne s'arrêtant pas, et sortant de la pièce. J'ai regardé l'extrait une fois, je l'ai fermé, et j'ai rangé mon téléphone dans ma poche. J'ai failli le montrer à l'infirmière, juste là dans le couloir. L'heure était visible, et le visage de Blake était net sous la lumière de la chambre. Mais j'avais travaillé sur assez de chantiers où le propriétaire voulait débattre du diagnostic avant que j'aie fini mon inspection, pour comprendre une chose, au moment où vous montrez vos preuves avant que la salle ne soit prête à les recevoir, vous perdez la moitié de leur valeur. La vidéo n'allait nulle part, et moi non plus. Léon est rentré à la maison le 5e jour. L'ours a retrouvé sa place sur la table de nuit. Au même endroit qu'il avait toujours occupé. Avec la même légère inclinaison qu'il prenait toujours sur la surface usée. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine, avec mon ordinateur portable et 3 ans de relevé bancaire. Wendy est passée après la fermeture du bureau. Elle gère la comptabilité pour Miles Rear & Plumbing. Elle connaît donc le format de mes comptes aussi bien que je connais le calibrage des tuyaux. Cela signifiait qu'elle pouvait parcourir les dossiers plus vite que moi. Nous les avons étalés sur la table, et avons examiné chaque transaction liée au basket de Drew. Inscription à la Ligue, 1200 € par an. 3 saisons payées directement par mois à la Ligue à chaque fois. Total, 3600 €. L'équipement. Les baskets, 2 fois en 3 ans. 2 mises à jour de maillots, quand l'équipe avait changé sa tenue. Un sac de sport que j'avais acheté parce que l'ancien de Drew avait une fermeture éclair cassée. 4200 € sur toute la période. Déplacement pour les tournois, hôtel pour les week-ends à l'extérieur, frais d'inscription, argent pour l'essence, le tout envoyé via Venmo sur le compte de Blake avec la note pour Drew, à chaque fois. 6300 €. Total brut, 14 100 €. Je me répétais 14 000 dans ma tête depuis des mois. Le chiffre réel était de 100 € supérieur.
Dans la colonne de Blake, sur l'ensemble de ces 3 années, rien. Pas un seul paiement à la Ligue, pas un seul reçu d'équipement, pas un seul virement Venmo pour une quelconque part des coûts. Puis mon téléphone a vibré. Jolene, la femme de Blake. Elle m'a envoyé un texto directement, ce qui était inhabituel. Ce n'était pas le genre de choses qu'elle faisait sans l'implication de Blake. Elle a écrit, « Blake se sent terriblement mal à propos de tout ça. Pouvez-vous juste parler, tous les deux? Il a subi tellement de pression. La saison de Drew coûte cher, et c'est Blake qui gère tout. » Je l'ai lu à voix haute à Wendy. Elle a posé l'ordinateur portable, et m'a regardé. Il lui a dit que c'était lui qui payait. Nous sommes restés silencieux un instant, à regarder cette colonne vide sur le relevé bancaire, là où le nom de Blake apparaissait avec un grand rien à côté, sur 3 années consécutives. Wendy est douée avec les chiffres. Ce genre de talent qui vient d'années passées à équilibrer les comptes de petites entreprises, ce qui signifie qu'elle repère des schémas qui ne sautent pas aux yeux. Elle a fait le raisonnement à voix haute. Si Jolene croyait que Blake gérait le sport de Drew, c'est qu'elle avait une ligne de budget pour cela dans les finances de leur foyer. Probablement quelque chose comme 400 € par mois, quand on fait la moyenne des inscriptions, de l'équipement et des voyages sur une année complète. Ces 400 € devaient bien aller quelque part de manière visible dans leur compte, puisque Jolene pensait qu'ils étaient destinés au programme de basket. Elle croyait que l'argent quittait leur compte pour cette raison. Elle le budgétisait. Elle le suivait, ou du moins le notait. Mais Blake n'avait jamais payé la ligue, les magasins de sport, ou le moindre hôtel. Chaque paiement réel pour les activités de Drew était le mien, traçable jusqu'à mes comptes, mes cartes, mon Venmo. Ainsi, les 400 € par mois que Jolene croyait destinés à la saison de Drew allaient ailleurs. Le paiement de la voiture de Blake s'élevait à 380 € par mois, fiable et ponctuel depuis 3 ans. Les chiffres ne nécessitaient pas une grande interprétation. Blake collectait le budget sportif de sa femme, pendant que je couvrais les frais réels, et il empochait la différence. Cet arrangement fonctionnait tant que personne ne comparait ses notes. Il ne se contentait pas de vivre à mes crochets. Il orchestrait une fraude domestique. J'étais le mécanisme qui la rendait invisible, et cela durait depuis 3 saisons ininterrompues, parce que je ne m'étais jamais arrêté pour regarder ce que je subventionnais réellement. Wendy a fermé l'ordinateur portable, et m'a regardé de l'autre côté de la table. « Que veux-tu faire de ça ?» Je lui ai répondu que je voulais le faire une bonne fois pour toutes, dans une pièce où tout le monde l'entendrait en même temps, et que je voulais que tout soit documenté avant que l'assemblée ne soit réunie. J'ai déposé la plainte à la police le lendemain matin, au poste de district. Je suis entré, j'ai expliqué ce dont j'avais besoin, et j'ai attendu l'officier de garde. Quand il est arrivé, j'ai expliqué que mon fils était en convalescence post-opératoire dans un lit d'hôpital, que je dormais sur la chaise à côté de lui, et que mon frère était entré dans la chambre à 1h47 du matin pour prendre les clés de mon véhicule, ainsi que 400 € en espèces dans ma veste. Je lui ai montré la vidéo de sécurité sur mon téléphone. Il l'a visionnée, a pris ma déclaration, et a rédigé le rapport. Il m'a expliqué ce à quoi je m'attendais déjà, dans des situations familiales où le véhicule est restitué intact, des poursuites pénales avaient peu de chances d'aboutir. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai donné le fichier vidéo, et je lui ai demandé de le joindre au rapport. Il l'a fait. Le numéro de dossier a été enregistré dans mes contacts téléphoniques, sous le nom de Blake, juste en dessous du numéro que j'avais déjà bloqué. J'ai conduit du commissariat jusqu'à chez moi. Je suis resté assis dans l'allée, à l'intérieur de mon camion pendant quelques minutes, le moteur éteint, à regarder la façade de la maison. La lumière du Porsche que j'avais laissé allumée, la fenêtre de devant avec les stores baissés. Cette même maison où j'avais ramené Léon de l'hôpital à sa naissance, 11 ans plus tôt. Puis je suis entré, et je suis allé voir comment il allait. Il dormait, l'ours sur la table de nuit, exactement là où je l'avais mis. Le carnet de croquis que Wendy lui avait donné était ouvert sur le lit, à côté de lui, à la page du poisson qui n'avait eu que ce qu'il méritait. Cette même semaine, j'ai envoyé un texto à Ruth. Je ne serai plus disponible pour les rendez-vous du mardi à l'avenir, et elle devait prendre d'autres dispositions. Elle a répondu par un long message, un de ceux qui ont dû nécessiter plusieurs brouillons pour trouver les mots justes, couvrant le stress de Blake, la saison de Drew, et ce dont la famille avait besoin en ce moment. J'ai lu le message en entier. J'ai posé le téléphone. Il n'y avait rien là-dedans qui exigeait une réponse de ma part. J'ai failli répondre quand même. La nuit,
Après que Léon se soit endormi et que la maison soit devenue silencieuse, j'avais le fil de discussion ouvert. Le curseur clignotait dans la zone de réponse. 20 ans de réflexe me poussaient à taper quelque chose pour arrondir les angles. Une variante de « voyons comment les choses se tassent ». Un échappatoire qui garderait la porte entr'ouverte. Puis j'ai regardé le relevé bancaire, toujours sur la table de la cuisine. La colonne vide de Blake, sur 3 ans. Et j'ai fermé le message sans taper la moindre lettre. La pièce était presque prête. Ruth a organisé ce qu'elle appelait une réunion de famille pour le samedi suivant. Elle nous a appelés, Blake et moi, séparément. Elle a dit à chacun de nous qu'il serait bon de s'asseoir ensemble, que ces choses devaient être mises sur la table, et qu'elle pensait que cela aiderait. Blake est venu en voiture, pensant que Miles s'était calmé, que la colère était passée comme elle finissait toujours par passer, parce que j'étais toujours celui qui la laissait couler. Il s'est assis sur le canapé de Ruth, les bras détendus, son langage corporel calibré entre le repentir et la désinvolture. Jolene s'est assise à côté de lui, car Ruth l'avait appelé aussi, lui disant qu'il était important que tout le monde soit là. Je suis arrivé avec mon téléphone, une copie imprimée de 3 années de relevés bancaires, et l'ours en cèdre sculpté dans la poche de ma veste. Wendy attendait dans sa voiture, dans l'allée. Je lui avais dit de rester là, à moins que je ne lui envoie un texto. Le salon de Ruth. La même moquette depuis 1998, usée sur le passage entre la porte et le fauteuil. La même lampe verte sur la table d'appoint, achetée dans un vide-grenier l'année où Blake et moi étions au collège, et jamais remplacée parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt de changer des choses qui fonctionnaient encore. La même photo encadrée de mon père sur la cheminée, prise l'année précédant sa mort, regardant la pièce comme il le faisait toujours sur les photos, comme s'il était en train d'inventer une excuse polie pour être ailleurs. Il n'avait jamais été à l'aise d'être photographié. J'avais toujours pensé que c'était un point que nous avions en commun. Blake sur le canapé. Jolene à côté de lui, les mains sur les genoux, avec la posture de quelqu'un qui ne sait pas encore exactement à quel point ça va être grave, mais qui peut en deviner l'ampleur à la température de la pièce. Ruth dans son fauteuil, les mains croisées, me fixant. Aucun d'eux n'avait touché aux tasses de café que Ruth avait préparées avant mon arrivée. Les tasses étaient encore pleines, et refroidissaient. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé dans cette pièce, si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, abonnez-vous à Le Coin Reddit. Chaque semaine, l'histoire complète. Je me suis assis en face d'eux. Je n'ai pas parlé pendant les 90 premières secondes. J'ai sorti mon téléphone, et je l'ai connecté à la télévision de Ruth, en utilisant le Chromecast que je lui avais installé il y a 2 Noëls, quand elle avait mentionné vouloir regarder des séries en streaming sans savoir comment faire. Elle m'avait demandé, à l'époque, pourquoi elle en aurait besoin. Je lui avais dit que c'était simple une fois qu'on avait appris. Elle l'avait utilisé tous les soirs depuis, pour ses séries policières. J'ai ouvert le fichier de vidéosurveillance. Je l'ai diffusé sur l'écran. Je l'ai laissé tourner. La pièce est devenue silencieuse, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la politesse. Pas ce silence où l'on retient son souffle avant que quelqu'un ne commence une phrase. Quelque chose de plus calme que cela, et de plus lourd. Le silence de personnes qui ne savent pas ce qu'elles sont sur le point de voir, et qui commencent ensuite à comprendre. 1h47 sur l'horodatage. Blake entrant dans la pièce, traversant vers la chaise, plongeant la main dans ma veste, son épaule heurtant la table de chevet, l'ours tombant, la main de Léon bougeant une fois sur la barrière. Blake jetant un coup d'œil au lit, ne s'arrêtant pas, et sortant de la pièce. La main de Ruth a volé vers sa bouche avant la fin de l'extrait. Les yeux de Jolene n'ont pas quitté l'écran lorsque la vidéo s'est terminée et que la télévision est revenue à son menu d'accueil. Blake a dit, j'allais le rapporter. J'ai posé le relevé bancaire imprimé sur la table basse. 3 années de transactions, surlignées par catégorie. Les paiements de la Ligue en jaune, 0 de la part de Blake. L'équipement en bleu, 0 de Blake. Les transferts Venmo pour les déplacements en tournoi en vert. Tous sortant de mon compte, tous étiquetés pour Drew. Sa ligne de contribution, vide, pour chaque saison. Jolene a pris le papier. Elle l'a lu lentement, descendant le long des colonnes. Puis elle l'a reposé sur la table, avec une fermeté qui lui a demandé un certain effort à maintenir. Elle a regardé son mari. Tu m'avais dit que tu avais payé pour ça. Blake a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti qui aurait pu l'aider. J'ai envoyé un seul mot par texto à Wendy.
Elle a franchi la porte d'entrée, que Ruth avait laissée déverrouillée, et a pris la chaise près de l'accès au couloir. Elle n'a rien dit. Elle était là en tant que témoin. Tout le monde dans la pièce l'a compris. Tu m'as envoyé un texto, ai-je lancé, pour que je quitte l'opération de mon fils et que je conduise le tien à son match. Quand j'ai dit non, tu m'as répondu que j'étais mort pour toi. Ensuite, tu as conduit jusqu'à cet hôpital, au milieu de la nuit. Et tu as fouillé dans ma veste à 1h47 du matin. Alors que mon fils se trouvait à moins d'1 mètre de toi, fraîchement sorti du bloc opératoire. Tu as pris les clés de mon camion et 400 € en espèces. Tu as conduit mon camion jusqu'à un championnat que j'ai payé. Chaque frais d'inscription depuis 3 saisons, chaque pièce d'équipement, chaque chambre d'hôtel et chaque plein d'essence pour les tournois à l'extérieur. 14 100 € au total. Blake. Tout est sorti de mes comptes. Ta colonne est vide sur chaque ligne de ce relevé. Et tu as dit à Jolene que tu t'en occupais. Tu l'as laissé mettre de l'argent de côté chaque mois pour le sport de Drew, pendant que tu empochais la différence. Parce que tu savais que je couvrirais les vrais coups sans poser de questions. C'est du vol envers ta propre femme, Blake. C'est de ça qu'il s'agit. Et les 400 € dans ma veste d'hôpital relèvent de la police, c'est pourquoi il y a un dossier. Je me suis tourné pour faire face à Ruth directement. J'ai soufflé. Tu m'as appelé l'après-midi où Léon se faisait opérer. Tu n'as pas demandé comment il allait. Ni dans ta première phrase. Ni dans la deuxième. Tu m'as demandé de conduire Drew à son match. Tu as dit que les médecins étaient payés pour s'occuper de Léon. Tu as utilisé le nom de mon père pour me culpabiliser de ne pas quitter la chambre d'hôpital de mon fils. Je t'ai conduite à 52 rendez-vous en 4 ans. Les tickets modérateurs. Les passages en pharmacie, les 4300 € de frais non remboursés que Blake n'a jamais, pas une seule fois, proposé de partager. Pas une fois. Je continuais à te conduire parce que tu étais seul, que Carl n'était plus là, et que quelqu'un devait le faire. Ce quelqu'un. C'était moi. Ça a toujours été moi. Les mains de Ruth ont bougé sur ses genoux. Elle les a baissées des yeux. Je suis revenu à Blake. J'ai déposé une plainte mardi. Utilisation non autorisée d'un véhicule et vol de 400 € en espèces. Les deux sont enregistrés. Les deux ont la vidéo en pièces jointes. Je ne vous demande pas de réagir à ça. Je vous informe que ça existe. Ruth a ouvert la bouche. J'ai fini de payer pour la saison de Drew, ai-je enchaîné. J'ai fini de conduire maman à ses rendez-vous. J'ai été la seule personne dans cette famille à toujours répondre présent. Pour qu'aucun de vous n'ait jamais à se demander s'il en avait envie. C'est terminé aujourd'hui. C'est la dernière fois que je m'assieds dans cette pièce. La mâchoire de Blake s'est crispée. Sa main droite s'est ouverte et fermée 2 fois sur son flanc, les doigts s'écartant et se serrant dans un rythme lent qu'il ne contrôlait pas. Il s'est adossé à son siège, puis s'est penché en avant, puis s'est immobilisé lorsqu'il a compris qu'aucune de ses positions ne lui apportait quoi que ce soit. Ses yeux ont cherché le visage de Jolene pendant une fraction de seconde, mais n'y ont trouvé aucun secours. Elle regardait toujours le relevé bancaire sur la table basse. Il a dégluti bruyamment, sa gorge fonctionnant à vide une fois, puis sa bouche s'est ouverte et est restée ainsi pendant 4 longues secondes avant que quoi que ce soit n'en sorte. Quand il a fini par parler, sa voix avait moins de force que tout ce qu'il avait pu dire dans cette pièce. Tu rampes sous les maisons des gens. C'est ça que tu es. Et tu crois que ça te donne le droit de t'asseoir ici et de me parler comme ça? Je rampe sous les maisons des gens, ai-je répondu, pour que mon fils ait un toit au-dessus de la sienne. J'ai pris cet argent, chaque euro, et j'ai payé pour 3 saisons de basket de ton fils, pendant que tu disais à ta femme que tu t'en chargeais toi-même. Tu veux parler de ramper. Blake? Je porte cette famille à bout de bras depuis 4 ans. Tu étais incapable de porter tes propres clés de voiture sans voler les miennes. Il a tenté une dernière chose. Il s'est réajusté sur son siège, quelque chose dans sa posture reculant en arrière, sa voix tombant dans un registre qui essayait de trouver une chose encore accessible entre nous. Quand papa est mort, a-t-il dit, je me suis assis avec toi dans la salle d'attente de l'hôpital pendant 9 heures. J'ai tenu ton café. Je ne suis pas parti. Tu le sais. Tu sais que c'est ce que font les frères. J'ai tendu le bras au-dessus de la table basse. J'ai ramassé l'ours en cèdre sculpté. Je l'ai mis dans la poche de ma veste. Je me suis levé.
Tu as dit que j'étais mort pour toi, ai-je conclu. Ensuite, tu as volé dans la chambre d'hôpital de mon fils. Les morts ne te doivent rien, Blake. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte. Je l'ai franchie. Je l'ai refermée derrière moi. Pas un claquement. Rien de théâtral, juste le cliquetis silencieux du loquet trouvant la gâche, le bruit que fait une porte quand quelque chose est terminé, et ne sera pas rouvert. 2 semaines après le salon de Ruth, Blake a fait un chèque de 450 € à la ligue de basket pour l'inscription de la prochaine saison de Drew. Il l'a rédigé de la manière dont il avait toujours opéré, en partant du principe que l'arrangement tiendrait, que Miles couvrirait les vrais coups, que la machinerie qui tournait depuis 3 saisons en ferait une 4e. La ligue a traité le chèque. Il a été rejeté. Le responsable des comptes a appelé Blake un mardi après-midi, et lui a dit que le chèque était revenu, et que la place de Drew dans l'équipe était suspendue jusqu'à ce que le paiement passe. Elle n'a pas été méchante à ce sujet. Juste factuelle, sur le ton de quelqu'un qui a déjà passé ce genre d'appel, et qui sait que la personne à l'autre bout n'a pas de bonne réponse. Blake s'est assis dans le parking de la concession automobile pendant sa pause déjeuner, et a appelé mon numéro. Une sonnerie, puis la messagerie vocale. Il a raccroché sans laisser de message. Il est resté assis sur le parking pendant 11 minutes. Wendy est passée par là, par hasard, en se rendant chez un fournisseur de pièces, et a reconnu sa voiture garée dans la rangée près de la rue, le moteur tournant, personne n'allant nulle part. Elle me l'a mentionné ce soir-là. Blake n'a jamais rappelé la ligue cet après-midi-là. La place dans l'équipe est restée suspendue. Drew n'a pas joué cette semaine-là. Jolene était chez sa mère depuis le samedi de la réunion. 11 jours plus tard, elle a envoyé une seule phrase par texto à Blake. Montre-moi les reçus pour les 3 dernières saisons de Drew. Blake a ouvert son application bancaire sur son téléphone, et a fait défiler 3 ans de transactions pour trouver quelque chose qu'il pourrait lui transférer. Chaque paiement pour l'inscription à la ligue, l'équipement et les voyages de tournoi remontaient à une seule source, Miles. Le compte de Blake montrait le budget sportif sortant chaque mois. Il ne le montrait arriver nulle part où il était censé aller. Il a fermé l'application. Il n'a pas répondu au texto de Jolene. Il s'est assis dans la cuisine de la maison qu'ils partageaient, à la table où ils dînaient habituellement ensemble, et a regardé la porte coulissante donnant sur la cour arrière pendant un long moment. Et ce silence était la réponse que Jolene avait déjà. Le trajet de retour depuis la maison de Ruth, ce samedi après-midi-là, s'était fait avec Blake et Drew dans la voiture. 22 minutes, faites principalement de vide. Drew s'était assis sur la banquette du couloir pendant la réunion, près de la porte d'entrée où Ruth posait ses clés. Assez loin du salon pour ne pas tout entendre, mais assez près pour en saisir une partie. Sur le chemin du retour, aucun d'eux n'a parlé pendant les 8 premières minutes. Puis Drew s'est tourné vers son père, et a demandé, « Papa, est-ce que l'oncle Miles a vraiment payé pour tous mes matchs ?» Les mains de Blake se sont resserrées sur le volant. Il n'a pas répondu. Drew a regardé par la fenêtre les lampadaires qui défilaient. Blake s'est penché et a allumé la radio. Drew s'est penché et l'a éteinte. Ils ont roulé les 14 dernières minutes dans un silence total. Et ce silence était probablement la chose vers laquelle Blake est revenu, seul sur le canapé plus tard, parce que Jolene était rentrée à la maison, avait pris la chambre, et fermé la porte à clé, et que le canapé était tout ce qui restait. La question que Drew avait posée dans la voiture flottait toujours dans l'air, sans réponse. Ruth m'a laissé un message vocal 3 semaines après la réunion. Quelque chose sur la façon dont les frères trouvent toujours le moyen de traverser les épreuves s'ils s'en donnent le temps. Sur la façon dont mon père aurait voulu que nous travaillions vers quelque chose de meilleur que ça. J'ai écouté la première phrase, et j'ai posé le téléphone. La notification est restée sur mon écran pendant 3 semaines sans être lue. De la même manière que certaines choses restent là quand elles sont présentes, mais n'ont plus aucune emprise sur vous. 6 semaines après ce samedi chez Ruth, la saison de baseball de Léon a commencé. Blake dormait sur son canapé, parce que Jolene avait la chambre. Drew n'avait plus joué au basket depuis sa suspension. Le chèque de 450 € était toujours impayé. La Ligue avait envoyé un seul avis de relance, puis plus rien, ce qui signifiait que la place était perdue, et que la saison était effectivement terminée pour Drew avant même d'avoir commencé. De l'autre côté de la ville, à la concession, Blake vendait des voitures à des gens à qui il souriait. Et quoi qu'il ait pu penser sur le trajet du retour chaque soir, il ne le partageait avec personne qui me l'aurait répété.
J'ai inscrit Léon au baseball le mardi suivant son retour de l'hôpital. Pendant qu'il dormait l'après-midi. J'ai payé les 85 € d'inscription en ligne, et je l'ai ajouté au planning des entraînements. Il n'en a rien su jusqu'à ce que j'en parle au dîner, ce soir-là. Presque en passant, l'air de rien. Il m'a regardé une seconde pour confirmer que j'étais sérieux. Et quand je l'ai confirmé, il est retourné à son assiette et a dit « cool ». Avec cette voix qu'utilisent les enfants quand quelque chose compte pour eux, mais qu'ils ne veulent pas en faire toute une scène. Je savais ce que cette voix signifiait. Je me suis tenu dans l'encadrement de sa porte, ce soir-là, pendant un instant avant d'aller me coucher. L'ours en cèdre était sur la table de nuit. Exactement au même endroit. Avec la même légère inclinaison qu'il prenait toujours sur la surface en bois usé. Son gant de baseball était par terre, à côté du lit, déjà assoupli par les après-midi qu'il avait passé à le travailler avec une balle et un élastique avant le début officiel de la saison, portant déjà l'odeur du cuir, de l'herbe, et de quelque chose qui n'appartenait qu'à sa chambre. Léon dormait sur le côté, un bras replié sous son oreiller. Je suis marché jusqu'à la cuisine. La notification vocale de Ruth était sur mon téléphone, vieille de 21 jours. La petite pastille était toujours sur l'écran. Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai posé le téléphone face contre le comptoir. J'ai ouvert la porte de derrière, et je suis sorti. L'air était chaud, assez calme pour entendre le voisinage, un chien quelque part dans le pâté de maison suivant, une voiture quittant la route principale, le bourdonnement sourd de l'air conditionné de quelqu'un qui se mettait en route. Je me suis assis sur la marche arrière, et j'ai tenu mon café à deux mains. Blake avait un canapé, un texto sans réponse de Jolene, et un fils qui avait cessé de parler dans la voiture. Ruth avait un message vocal, sur un téléphone que je n'allais pas décrocher. Le chèque de 450 € avait été renvoyé. L'ours en cèdre était sur la table de chevet, dans la chambre. Le message vocal était sur le comptoir, à l'intérieur. La cuisine était silencieuse derrière moi, de la façon dont une maison devient silencieuse quand la personne autour de laquelle vous l'avez construite est en sécurité, endormie, et n'a besoin de rien de votre part à cet instant précis. J'ai bu mon café. Le ciel était encore faiblement éclairé sur la lisière ouest. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Si cette histoire vous a accompagné jusqu'à la fin, abonnez-vous à Le Coin Reddit et activez la cloche de notification. Chaque semaine, l'histoire complète, du premier texto au dernier silence.